enchaîner parce que c'est vraiment un lien tout naturellement trouvé avec Patrick Violet qui s'est gentiment proposé, en l'absence de Jérôme Courduriez qui devait être là en qualité d'ethnologue ce soir, de nous faire une synthèse de la présentation qu'il devait nous proposer. On avait proposé à M. Courduriez d'intervenir juste après la notion de droit en lieu pour permettre de corriger une erreur qui est de penser que seul le droit fonde les sociétés. On sait que les textes sacrés et les mythes jouent dans certaines sociétés un rôle prédominant. Alors, M. Violet, si vous voulez nous faire une petite synthèse de effectivement, la présentation de Jérôme Courduriez. Oui, alors, je me suis là parce que je le sais que depuis 1 heure à peu près. Et je ne suis là que pour une raison, c'est pour que l'anthropologue qui devait être présent ce soir, c'est-à-dire M. Courduriez, ne soit pas absent du débat alors qu'il a participé à sa préparation. Je vais donc essayer de faire un bref compte-rendu de ce que j'ai tiré des échanges que j'ai eus avec lui, et notamment au moment où, pour organiser cette soirée, j'ai fait le recensement de toutes les questions qu'on pouvait trouver, enfin de toutes les questions, des questions qu'on retrouvait le plus fréquemment posées dans le cadre de la filiation, et notamment des questions d'actualité. Et ce qui m'est apparu, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas aujourd'hui traiter de la filiation en se passant de l'ethnologie ou de l'anthropologie, parce qu'effectivement, on est plus sur le plan de l'anthropologie culturelle que peut-être celui de l'ethnologie. Alors, ce que je vais faire, c'est de reprendre très synthétiquement les commentaires dont M. Courduriez nous avait fait part, un certain nombre de points, ceux qu'il m'avait adressés et auxquels, effectivement, à travers l'expérience que j'ai dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie de l'éducation, je peux moi-même avoir. Alors, premier point, culturellement, la filiation ne se définit pas partout de la même façon. D'une société à une autre, les enfants ne sont pas toujours élevés par les mêmes, entre guillemets, parents. Il existe même des sociétés où il ne faut surtout pas qu'ils soient élevés par leurs parents, compte tenu du poids qui pèse sur l'interdit sexuel des parents. Donc, nous avons une approche de la filiation qui est la nôtre, mais qui n'est pas universellement partagée. Et je crois que c'est le premier point sur lequel M. Courduriez voulait insister. Le second, c'est que le droit ne fonde pas à lui seul la société et donc ne fonde pas à lui seul la filiation. Par contre, il reste la référence écrite. Donc, théoriquement, non équivoque, quoique, du moins depuis la Rome antique. Parce qu'il est vrai qu'à l'époque romaine, le père, le pater, avait pouvoir d'accepter ou non une filiation et de reconnaître comme fils un enfant trouvé dans la rue. Enfin, l'approche de la filiation, même juridique à Rome, était extrêmement différente de la nôtre. Il y a d'autres textes qui fondent la société, il y a d'autres textes qui fondent la filiation et qui sont bien souvent antérieurs au droit. Ce sont les mythes, les traditions orales et les textes sacrés. À titre d'exemple, la filiation est omniprésente dans la Bible. Le premier chapitre de la Bible s'appelle la Genèse, ce n'est pas pour rien. Et c'est d'ailleurs au point, cette dualité entre le droit et les autres textes fait que, actuellement, nous rencontrons de nombreux points de friction lorsque les deux sources s'opposent, et notamment lorsque le droit se démarque des valeurs qui pouvaient avoir été antérieurement fondatrices pour une société. On le rencontre au quotidien dans l'actualité, pas seulement dans le domaine de la filiation, mais dans le domaine du respect de la loi, dans le domaine du positionnement, etc., etc. Dans le domaine de la filiation, c'est la même chose.
On ne peut pas s'opposer à l'approche culturelle qu'une ethnie peut avoir de la filiation parce qu'ils vont à un moment ou à un autre changer de pays, mais ne vont pas pouvoir probablement systématiquement changer de valeur comme ça d'un jour ou d'un autre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la filiation est aussi sous la pression du temps. L'approche que nous en avons n'est pas celle qu'en ont eu toutes les générations qui nous ont précédés. La question clé, que j'ai posée d'ailleurs à M. Bugeant juste avant que nous commencions, c'est mais au bout du compte, depuis quand est-on capable de faire biologiquement le lien entre les parents et les enfants? Et ce à quoi je lui disais, il y a peut-être eu des connaissances empiriques parce que les seigneurs qui partaient aux croisades avaient l'habitude de doter leur épouse d'une ceinture de chasteté. Et M. Bugeant m'a répondu de façon très pertinente, c'était peut-être pas pour protéger la filiation, c'était peut-être pour que la femme n'ait pas de rapport sexuel. Et j'ai trouvé des minutes d'un procès du XVIIe siècle où la paternité d'un enfant est reconnue alors que le père est depuis 3 ans très loin de la France, sous prétexte que la femme avait suffisamment pensé à son mari pour que le zéphyr fécondant fasse son œuvre. Je reprends les termes des minutes. Le zéphyr fécondant, on est au début du XVIIe siècle. Ça s'articule après, effectivement, avec les premières découvertes qui ont pu être faites, mais cette approche biologique de la filiation, on ne sait pas réellement à quand elle remonte. On n'arrive pas à le savoir. Quatrième point, il y a, mais ça a été abordé par Madame Lamotte, donc je passerai très rapidement, il y a aussi dans la filiation toute la question des discours individuels. Parents qui sont des enfants, enfants qui sont des parents. Alors ça, je le laisse aux spécialistes, comme beaucoup d'autres points, parce que je ne suis vraiment là que pour faire un compte rendu. Et puis, pour conclure, je souhaiterais juste reprendre 3 des questions que M. Courduriès aurait souhaité voir débattues ici ce soir, mais que, du fait de son absence, nous ne pourrons débattre qu'incomplètement. Parce que ces 3 questions me semblent toucher aujourd'hui à des points extrêmement sensibles liés à la filiation. La première est d'ordre général et les 2 dernières sont d'ordre beaucoup plus particulier. Alors la première, c'est la suivante. Quelle est la part du sang SALG au sens large du terme, c'est-à-dire gène compris, et quelle est la part de l'élection dans la filiation? Quelle est la part du sang? Quelle est la part du choix? Les 2 secondes sont beaucoup plus spécifiques. Y a-t-il marchandisation? Parce qu'on parle beaucoup d'argent dans cette question de la filiation. Dès l'instant où il y a circulation d'argent, et donc y a-t-il marchandisation du corps humain lorsque l'argent vient se mêler à la question de la filiation? C'est une question d'ailleurs qui m'a personnellement renvoyé à un livre qui, selon moi, est redevenu tout à fait d'actualité et qui s'appelle « Les animaux dénaturés » Vercors, et où on dit dans la conclusion, finalement, nous avons oublié quelque chose, nous n'avons pas défini l'homme sur le plan du droit. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de différencier l'homme de la chose. Et j'ai retrouvé cette question, comment différencier l'homme de la chose, dans des textes de presse extrêmement récents. Et la dernière question, mais je répète que ce ne sont pas les miennes, et que ce sont celles de M. Courduriès, n'a-t-on pas déjà élargi, parce que c'est un sujet qui va être repris, les techniques de PMA à d'autres situations que celles qui sont des situations où intervient la pathologie? Et M. Courduriès donnait comme exemple le fait, par exemple, que 2 personnes ne puissent pas procréer ensemble. La conservation des ovocytes, etc. Et pour lui, il m'a semblé comprendre que, je pense que M. Bugeaud y viendra,
que certaines techniques de PMA permettent déjà de dépasser le sens strict de la réparation de quelque chose qui dysfonctionne sur le plan organique. Alors là, c'est pareil, je renvoie la question à ce que M. Courduriez m'aurait posé et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, M. Paulet. Merci pour cette intervention tout à fait synthétique. Vous êtes prêt pour intervenir dans un journal télévisé. Je me permettrai de suggérer en conférence de rédaction une enquête sur cette notion de zéphyr fécondant. Je rappelle que vous êtes donc directeur des soins, consultant pédagogie et information au CHU, membre de l'RMIP et organisateur de cette soirée. Merci encore pour votre intervention.